There's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. I couldn't understand anything they said, except one word. Ragnar. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une critique que je vous avais promis. Vous l'attendiez pour certains d'entre vous, je vous l'avais dit, et ça y est, je me fais l'intégrale des 6 saisons Vikings, qui a commencé à être diffusée en 2013 et qui a fini d'être diffusée l'année dernière. J'avais regardé à l'époque la première saison en partie, la première moitié de la première saison, et maintenant j'ai décidé de me faire l'intégralité, les 6 saisons d'affilée. Alors voilà comment va se dérouler ces critiques. Il y en aura une par mois, pas plus, parce que c'est des critiques que je veux assez élaborées dans l'analyse, et il y aura 9 critiques. Pourquoi 9 critiques alors qu'il n'y a que 6 saisons? Tout simplement parce que pour chacune des 3 premières saisons, je ferai une critique, mais pour les 3 dernières saisons, 4 à 6, je ferai 2 critiques. Pour chacune des 2 parties, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Ça fera donc 9 vidéos au total, et ça bouclera l'intégralité de la série, et je veux rentrer dans le spoiler à fond, donc ce sera des critiques 100% spoilers. Si vous n'avez pas vu la série, c'est pas forcément pour vous, mais je pense que énormément de personnes a vu la série. En tout cas, d'ici que je vous fasse la dernière vidéo, ce sera dans 9 mois. D'ici là, vous aurez eu largement le temps de regarder la dernière saison de Vikings. Sachez que l'intégralité est disponible sur Amazon Prime, c'est comme ça que je le regarde. Et même si pour l'instant, on n'a pas la deuxième partie de la dernière saison, ça va très vite arriver. On a quand même pour l'instant les 79 premiers épisodes sur 89, ou les 69 sur 79, je sais plus, mais les 10 derniers vont arriver très bientôt. Voilà comment va se dérouler chaque fois les critiques. Je vous parlerai du casting, ensuite des points forts et points faibles, et enfin de l'intrigue, et de l'intrigue sous son aspect moral, sous son aspect religieux. J'insiste sur ce terme, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est une série qui parle énormément de religion païenne, la religion des Vikings, et aussi de religion chrétienne. Et moi-même, en tant que croyant, chrétien, pratiquant, très pratiquant, forcément, il y a une identification avec certains personnages de la série. Ça renvoie à mes propres croyances, et c'est pour ça que j'aime énormément cette série, parce que ça me permet non seulement de m'interroger, mais de m'identifier à certains personnages. Et je vais pas vous mentir, je vais juger certaines croyances. Je sais que ça plaira pas, mais à certains en tout cas, mais ceux qui sont ouverts d'esprit, ils auront pas de problème. Mais oui, je vais juger les croyances vikings sous l'angle de mes convictions chrétiennes. Ça ne plaira pas à tout le monde encore une fois, mais là, je pense que on peut pas dire que c'est quelque chose d'intolérant. On est sur une série qui relève de la fiction, et de toute façon, les croyances des Vikings, c'était il y a longtemps, donc je peux me permettre de porter un regard moral et religieux, entre guillemets, même si, bon, vous verrez que je parlerai poliment de ce que j'en pense. Quoi qu'il en soit, c'est du 100% spoilers, et on commence donc avec le casting. Le casting, la série est créée par Michael Hirst. Michael Hirst qui a créé la série Les Tudors, ainsi que 2 films avec Cate Blanchett, l'un à la suite de l'autre, Elizabeth et Elizabeth II, qui suit le personnage historique de Elizabeth Ier, reine d'Angleterre, et qui a été joué par Cate Blanchett, des films au cinéma. Ça, c'est pour Michael Hirst. Maintenant, prenons le casting. Le casting, bon, bien évidemment, je vous le représente quand même, je le ferai pas pour chaque saison, mais les personnages principaux, Travis Fimmel, que l'on a pu voir ensuite dans Warcraft Le Commencement, une des meilleures adaptations de jeux vidéo qui existent, qui malheureusement n'a pas eu de suite, ou plus récemment dans une série dont j'ai parlé sur la chaîne, Raised by Wolves, qui est une sorte de mix entre Prometheus, Alien Covenant et Blade Runner. Pour Catherine Winnick,
Et on a pu la voir après pendant qu'elle était en train de jouer dans la série, on a pu la voir dans La Tour Sombre, adaptation de Stephen King, mal aimé, ou plus récemment dans Wonder avec Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones, et Le Vétéran avec Liam Neeson. Elle a joué aussi dans un film qui est sorti, il me semble, sur Netflix, qui s'appelle Polar, avec Mads Mikkelsen. Pour Clive Standen, maintenant, qui joue dans la série, qui fait un rôle très important, le rôle de Rollo. Lui, on a pu le voir dans la série Taken, où il reprend le rôle joué par Liam Neeson dans les films, le rôle de Brian Mills dans la série Taken, donc, mais qui a été annulée, elle n'a pas assez bien marché. Donc Clive Standen, qui a un rôle très important dans la série, vous pouvez le retrouver dans cette série Taken. Donald Logue, lui, vous le connaissez plutôt pour avoir joué dans ma série préférée de tous les temps, Sons of Anarchy. Il faisait le personnage de Lee Toric, notamment dans la saison 5 et 6. Il avait un rôle important. Et bien sûr, spéciale dédicace au rat de Gotham, il a joué dans la série Gotham où il faisait Harvey Bullock. Harvey Bullock, le compère de James Gordon. Alyssa Sutherland, maintenant, qui elle aussi a un rôle très important dans la série, a joué dans la série The Mist. Pareil, une adaptation de Stephen King, mais qui n'a pas été renouvelée, qui a eu des mauvaises critiques pour certains. Enfin, Jefferson Hall, qu'on a pu voir dans Halloween 2018 de David Gordon Green, et peut-être le personnage qui pour moi est l'introduction, en tout cas le vecteur pour rentrer dans cette série, joué par George Blackdon, le personnage de Athelstan, un moine chrétien qui va être capturé par Ragnar. Lui, George Blackdon, l'acteur, vous avez pu le voir dans le rôle de Louis XIV dans la série de Canal+, qui a duré 3 saisons, Versailles. Pour couronner le tout, on a un excellent compositeur, Trevor Morris, qui a très souvent collaboré avec non seulement Hans Zimmer, mais aussi Harry Gregson Williams. On a pu le voir comme co-compositeur sur notamment la trilogie Pirates des Caraïbes, sur Armageddon, et beaucoup d'autres bandes originales. Et enfin, il s'est occupé non seulement de la bande originale de la série Les Tudors, mais aussi The Borgia avec Jeremy Irons, autre excellente série qui malheureusement n'a eu que 3 saisons. Ça, c'est pour tout le casting, on va dire, la fiche technique du film. Maintenant, venons-en au point fort. L'interprétation. L'interprétation de Travis Fimmel qui est tout simplement habité par le personnage de Ragnar Lodbrok. Il est juste exceptionnel, il a ce regard où on sent de la folie à travers ses yeux bleus perçants, et il a souvent ce genre de rôle, même dans Raised by Wolves, il est imprévisible, on se demande si parfois il va pas trancher des gorges comme ça, juste parce que ça lui passe par la tête. Il est vraiment imprévisible, d'où sa dangerosité, et c'est un personnage qui est extrêmement, un acteur qui est extrêmement charismatique. Je pense que c'était le meilleur choix pour Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok qui, on le rappelle, est un personnage historique mais qui a donné lieu à pas mal de légendes, donc c'est très difficile de démêler le vrai du faux concernant le personnage de Ragnar Lodbrok. Sachez que la série n'est pas totalement historique. Il y a des choses qui ont été romancées, qui ont été fictionnalisées de l'aveu même du créateur Michael Hirst, le créateur de la série, parce que il y a des événements qui sont compressés, qui ont duré beaucoup plus longtemps, qui sont compressés sur quelques mois, quelques années, alors qu'ils ont duré de nombreuses décennies. Il y a d'autres éléments de l'intrigue qui ne se sont pas passés exactement comme dans la réalité. Et puis toute la mythologie nordique qui est vraiment très développée, en tout cas dans cette première saison. J'ai pas encore vu le reste de la série, donc je peux pas en juger sur le reste de la série, mais c'est très développé et c'est surtout romancé, entre guillemets. Il y a l'aspect romanesque, l'aspect fantasy qui ressort. Enfin donc, on continue sur les points positifs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs, quasiment pas. Les paysages et les costumes. Les paysages sont magnifiques, ça a été tourné dans des décors naturels. On a parfois des chevauchés dans d'immenses décors. Je ne pourrais pas vous dire ce qui relève du fond vert ou pas, mais en tout cas, c'est quand même... on sent un souffle épique, un souffle de liberté dans les paysages. Tout ce qui a été tourné sur les bords des rivages, dans les rivières, des cités qui ont été reconstruites pour le tournage, c'est vraiment du très bon boulot. Tout comme d'ailleurs le boulot qui a été fait sur les costumes,
il y a un soin qui est apporté aux costumes et en particulier aux armes blanches, puisque c'est quasiment que des lames, des épées, des haches. Et ça, c'est pas toujours le cas sur toutes les séries ou tous les films. Des fois, il y a des épées, des lames, des haches, où on voit très clairement que c'est du plastique, de la très mauvaise qualité en reproduction. Là, on sent vraiment qu'un soin a été apporté aux armes pour la série. Et en même temps, c'est très important étant donné le nombre de scènes de bataille et de combats qu'il y a. À l'arme blanche, il fallait avoir un soin apporté aux objets. La réalisation, donc, qui englobe tous ces aspects-là, la réalisation, elle est virtuose. Encore une fois, les plans de caméra, tout le cadrage, c'est du grand art. J'ai pas forcément fait attention s'il y avait du plan séquence, c'est pas des choses qui m'ont marqué. Ce que je peux dire, c'est qu'on est sur une réalisation de haut niveau. Et il y a des scènes qui sont iconisées, où on s'attarde sur des regards, sur des paysages. Il y a vraiment un soin qui a été apporté pour filmer les regards des personnages, parfois du ralenti, enfin pas forcément du ralenti, mais parfois des scènes où on s'attarde sur les personnages, mais sans dialogue, avec de la musique, et ça c'est très important. Donc la réalisation est très très bonne. La tension va crescendo, ça monte petit à petit, on commence à stresser pour les personnages, on ne sait pas lesquels vont rester fidèles, lesquels vont devenir traîtres, quels vont être le destin des personnages. Donc la tension niveau narratif est crescendo. Comme je vous disais, l'aspect historique forcément a été adapté parce que c'est très difficile quand on adapte des récits historiques d'être 100% fidèle. Mais dans son adaptation, c'est de très très bonne écriture. Et enfin, les coutumes des Vikings ainsi que leurs croyances, il y a vraiment un aspect, un effort qui a été fourni pour détailler toutes les coutumes, les croyances, l'aspect religieux, l'aspect moral ou immoral du mode de vie des Vikings. Et ça, c'est ce qui ressort pour moi le plus de cette première saison. Maintenant, venons-en à la critique à proprement parler. Parce que là, je vous ai présenté un petit peu tout le contexte. Maintenant, ce que je retiens, moi, de cette première saison. 3 points. Le premier, c'est que durant ces 9 épisodes, on a 2 intrigues. On a les 6 premiers épisodes où on a Ragnar et ses hommes qui vont absolument vouloir visiter l'ouest de la Scandinavie et donc se diriger vers l'Angleterre et ensuite la France. Ils veulent absolument aller piller, aller trouver des trésors et ils vont se confronter au Jarl, c'est-à-dire le chef de la tribu, qui est joué par Gabriel Byrne, un acteur de très haut niveau. Gabriel Byrne, on n'oublie pas Usual Suspect. Et donc Ragnar qui va être confronté au chef de sa tribu, et il finira par le tuer dans un duel. Ça représente les 6 premiers épisodes, c'est une intrigue à part entière, et à partir de là, à partir du moment où il devient lui-même le chef, on va avoir une nouvelle intrigue. Cette nouvelle intrigue, ça va être les conquêtes et les alliances entre les différents chefs de tribu. Ragnar avec notre chef d'une tribu contre un 3e chef, et puis le fait qu'ils vont aller en Angleterre et commencer à affronter certains rois, des rois de Northumbrie, je crois, je ne sais plus exactement le nom de la région à l'époque, puisque ça se passe au 9e siècle, c'était bien avant que l'Angleterre, voilà, on connaissait pas encore, c'était pas les royaumes uniques tels qu'il y a aujourd'hui, donc ça portait d'autres noms, et un effort a été fait justement dans l'authenticité, un effort a été fait sur le langage. On a des personnages qui parlent du vieux Noireau, qui parlent du vieux viking, et qui parlent du vieil anglais. Ça m'a marqué parce que j'ai étudié l'anglais à l'université et c'est vrai que c'était difficile de reconnaître l'anglais. Après, je me suis aperçu qu'il y avait quand même du vieux anglais et ça fait plaisir. Je sais que dans les autres saisons, on va entendre parler du vieux français, donc c'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose d'adapter le langage pour renforcer l'authenticité. Donc voilà, le premier point, c'est ces 2 intrigues différentes. Sur les 9 premiers épisodes, on sent très clairement une scission après le 6e épisode. Ça permet aussi de faire un petit time jump, même si des sauts temporels, on va en avoir beaucoup dans le reste de la série. Maintenant, les 2 autres points, et là j'en arrive au plus gros point, le point le plus important, et c'est là où je vous disais que je vais parler religion.
même si attention, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire un cours magistral, c'est pas le but non plus. Mais il y a ce personnage de Atelstad qui est un moine copiste qui va être capturé dans le premier monastère où ils vont aller faire un pillage par Ragnar. Il va être capturé et ramené au village, ramené dans la famille de Ragnar. Il va devenir son esclave avant de devenir son ami. Et ce moine chrétien va confronter ses croyances, ses propres croyances chrétiennes, aux croyances païennes des Vikings. Et donc, pour moi, c'est la porte d'entrée à l'identification du spectateur. Je m'identifie en tant que moi-même croyant chrétien pratiquant, et chrétien, j'ai envie de dire, exclusif. Et je m'identifie à ce personnage, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à la place de ce personnage, si j'avais été au 9e siècle, si j'avais été capturé par des Vikings, que j'avais été amené et qu'ils me présentent leurs croyances et leur mode de vie. Et c'est vrai que le personnage va être confronté à des dilemmes moraux, notamment, eh bien, on va avoir une grosse partie des hommes de Ragnar qui vont essayer de l'influencer, de le convertir aux croyances païennes. Il va perdre sa foi d'ailleurs, il va chuter dans sa foi, jusqu'à cet épisode terrible, cet épisode 8, où voilà, il va se mettre à quasiment cautionner des cérémonies de sacrifices humains. C'est les croyances et les coutumes, personnellement je trouve ça assez choquant, les croyances et les coutumes païennes des Vikings. Alors déjà, ils ont des modes de vie très immoraux, ils font l'amour à plusieurs, et quand je dis à plusieurs, c'est pas à deux, c'est à plus de personnes encore. Donc c'est quelque chose qui personnellement m'aurait profondément dérangé, et je pense que je n'aurais pas été tolérant comme l'a été ce moine copiste, si tant est qu'il a existé en vrai bien évidemment, parce que je ne sais pas ce qui relève de la réalité et de la fiction, mais on voit très clairement son sens moral s'émousser. Au lieu de lui essayer de leur enseigner ses convictions, eh bien, il se laisse enseigner les convictions païennes et il l'adopte petit à petit, en faisant des compromis sur ses convictions, il adopte les croyances de Ragnar, de sa famille. Au début, il essaye de résister, mais petit à petit, voilà, il n'est plus dans son monde et il commence à remettre sa foi en question, et il doute de sa foi et il abandonne sa foi. Donc le personnage de Atelstad est vraiment très important pour l'identification. Outre sa propre foi chrétienne, on voit les croyances des Vikings qui sont pour moi abominables. Je le dis, j'aurais pas aimé vivre comme un Viking. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des conquêtes, que les mecs soient des guerriers redoutables, mais les croyances religieuses vikings, je trouve ça plus qu'insupportable, je trouve ça abominable. Des sacrifices humains, c'est des prières à des faux dieux, à des démons qui s'amusent à se faire passer pour des dieux, énormément de spiritisme, des gens qui se livrent à des hallucinations de l'emprise de dieux, soi-disant de dieux, Odin, tout ça, mais c'est pas des dieux qui demandent à sacrifier des humains et à faire des choses ultra violentes. On sent vraiment une influence de la magie noire, du spiritisme dans les croyances de ces personnes-là à l'époque. Après, c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est forcément ça va à l'encontre même de mes convictions, donc c'est ce qui m'a sauté aux yeux le plus, et je pense que le créateur de la série a justement fait en sorte que on s'interroge, on questionne nos croyances en regardant cette série, parce que leurs croyances sont vraiment très très développées, mais de l'enfant jusqu'au vieillard, on sent qu'ils sont dans une espèce de délire totalement malsain, où des enfants n'hésitent pas à regarder des gens se faire égorger en offrande à des dieux, des femmes se faire violer, se faire passer dessus par plusieurs hommes, s'ouvrir les veines. Bref, c'est quelque chose d'assez violent, et on comprend pourquoi les Vikings étaient un peuple violent quand on voit leurs croyances. Il y a aussi ce personnage du devin, de l'oracle, du médium qui est présent, qui essaye de faire des présages, qui a un visage totalement ravagé, et dont on sent que le mec est assez malsain quand même. Voilà, on sent qu'il pèse une ambiance très malsaine dans les croyances de ces gens-là, qui les amène à être extrêmement violents, avoir un mode de vie totalement décadent,
Et lorsque cet homme, ce moine chrétien Athelstan est confronté à ça, bien plutôt que de rester fidèle à sa foi, il va être fasciné par ses coutumes, mais et bien qu'il renie sa foi, d'ailleurs c'est intéressant parce que à un moment donné un prêtre païen viking lui demandera de renier sa foi 3 fois peut-être pour faire penser au fait que Saint Pierre, l'apôtre Pierre, appelez comme vous voulez, ait renié 3 fois Jésus. C'est peut-être en référence à cela, mais en tout cas un prêtre païen lui fera renier 3 fois sa foi, mais en fait au moment de se sacrifier pour ses faux dieux, pour Odin et tous les autres dieux, il est quand même attaché à ses convictions, il garde une croix sur lui, et justement les prêtres païens diront que cet homme n'ayant pas renié sa foi, il ne peut pas faire plaisir aux dieux en sacrifiant sa vie pour Odin et tous les autres. Donc on voit quand même que même s'il a chuté dans sa foi, il a quand même gardé une certaine moralité, et il ne se livre pas totalement aux pratiques et aux coutumes des Vikings. Et j'en arrive donc au 3e point, c'est Bjorn, le personnage de Bjorn qui est pour moi excellent. Déjà parce que le jeune acteur est exceptionnel, le rôle sera repris puisque l'acteur, enfin le personnage va grandir et il sera repris par Alexander Ludwig en partie en saison 2, à partir de la saison 2. Alexander Ludwig, je vous le présenterai sur la prochaine vidéo à partir de la saison 2, mais le jeune acteur qui fait Bjorn, il est très attachant parce que, et même s'il est influencé par toutes ses croyances, ses coutumes, et qu'il s'habitue à une certaine violence, il a quand même un sens moral, et quand il voit son père couché avec d'autres femmes, il est choqué, il comprend pas, et on sent qu'il a du caractère, et il n'hésite pas à dire à son père « Jure-moi que tu ne vas pas retromper ma mère, je comprends pas pourquoi tu trompes ma mère, c'est que tu ne l'aimes pas. » Et quand on voit que les Vikings sont prêts à se prêter les femmes les uns des autres, on comprend que y a vraiment un gros problème de fidélité, un gros problème dans la conception même de la fidélité dans les couples chez les Vikings. Et ce jeune Bjorn, il a un sens moral qui va à l'encontre un petit peu des croyances, des coutumes. Et ça, je trouve que c'est excellent. Ce personnage permet d'avoir un petit peu de bonté et de beauté et de grandeur d'âme au milieu de tous ces personnages qui sont certes excellents parce que les acteurs les rendent excellents, en particulier Gustav Skarsgård qui fait le rôle de Floki, Gustav Skarsgård qui est un de la fratrie des Skarsgård, fils de Stellan Skarsgård, frère de Alexander et de Bill Skarsgård, c'est Pennywise dans ça. Donc même si les acteurs arrivent à nous rendre les personnages fascinants, ça reste quand même des personnages qui sont bien ravagés mentalement et moralement. Et du coup, avoir un petit peu de bonté et de grandeur et de vertu dans le personnage de Bjorn, surtout que c'est un enfant, je trouve que ça fait du bien à la série. Voilà pour mon avis sur à peu près tout ce que j'ai retenu de cette première saison. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai dû sûrement oublier, et si ça me revient, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Mais c'est une excellente série, bien évidemment. C'est une excellente série, mais encore une fois, faut garder en tête que ça a été romancé, que ça ne correspond pas totalement à ce qui a été à la période historique, et dans le même temps, c'est pas parce que c'est une série fascinante avec des personnages excellents qu'il faut forcément adopter leurs coutumes, leur mode de vie, et voilà. C'est pas forcément des personnages auxquels s'identifier. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à être un petit peu fascinés par des personnages et vouloir adopter leur façon de penser. N'oublions pas que les Vikings étaient des gens extrêmement violents, qui étaient très souvent sous influence de substances, de drogue, énormément d'alcool et beaucoup de sexe, mais ça reste quand même assez décadent leur mode de vie. Donc n'oublions pas, il y a cet aspect moral dans la série, et il faut garder en tête que c'est une série, que c'est de la fiction,
Et c'est pas forcément des personnages à prendre comme modèle dans la vie de tous les jours. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, moi je ne vous donne que mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne mon avis parce que je suis sur ma chaîne et que forcément, quand ça parle religion, ça m'intéresse. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo sur Viking saison 1. On se retrouve le mois prochain pour Viking saison 2. À raison de une vidéo par mois, il y en aura 9 et donc ça va jusqu'au printemps prochain. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et il y aura beaucoup d'autres critiques, non seulement de nouvelles séries, mais de séries déjà existantes. On n'en est qu'au début de la chaîne, je peux vous dire qu'il y a du très lourd qui arrive. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.